Denis Boga, vous êtes donc le président et directeur général de l'ENERA. Je pense que, fidèle à la vocation de l'organisme que vous présidez, vous allez vous projeter dans l'avenir et vous allez nous parler de cette deuxième phase d'Iroquois 2010-2015, mais j'ai l'impression que pour vous c'est du très court terme dans le cadre plus général de vos études. Oui, c'est vrai qu'on a déjà commencé à réfléchir à 2050. Bon, mais j'ai 15 minutes, mais là, je suis plus à l'aise parce que comme on va avoir 5 ans pour le faire, je n'ai pas terminé vos 15 minutes, nous aurons tous le temps pendant les 5 prochaines années. Alors, c'est vrai que depuis très longtemps, j'observe que le bruit est considéré par nos concitoyens comme la nuisance numéro 1. Si vous prenez les sondages d'opinion depuis 30 ans, c'est cette nuisance, cette pollution, la pollution qui est le plus nuisible pour les gens quand on les questionne, c'est le bruit. Alors évidemment, c'est la précarité, comme l'a dit tout à l'heure Patrick Gandil, ça inclut des tonnes de choses, ça inclut du bruit de voisinage, ça inclut le marteau-piqueur sur vos fenêtres, la circulation routière ou même ferroviaire maintenant, et puis enfin les avions et les hélicoptères. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une affaire de très long terme et dont on ne se débarrassera pas facilement. L'aviation a fait de très beaux progrès, mais cela reste un sujet difficile sur le plan scientifique et technique. La communauté scientifique et industrielle française directement concernée, j'ai l'impression qu'elle est ici ce matin, ou représentée ici ce matin, a fait le choix de serrer les coudes pour essayer d'être le plus efficace possible ensemble au niveau français, ensemble industriel, comme je le rappelais en un instant, et puis ensemble pour aussi apporter le meilleur au niveau européen. Quelle ambition pouvons-nous avoir aujourd'hui? Tout d'abord, d'accueillir autour de la table de nouveaux partenaires, opérateurs de transport aérien, comme Air France, comme l'Aéroport de Paris, ou les compagnies ou les aéroports en général. Patrick Gandil a tout à l'heure souligné à quel point c'était essentiel. Et puis, très vite, il y aura aussi à prendre en considération la position de la navigation aérienne, dont il a dit un mot, qui n'a pas pu être complètement, complètement prête pour aujourd'hui, mais qui le sera dans un avenir très proche. Donc là, cette extension du tour de table, finalement, là je ne vous parle pas de dans 5 ans, je vous parle de dans 20 minutes, puisqu'on va signer ensemble tout à l'heure. Il faut dans un second temps s'articuler avec le CRAC, et Anne Bourdieu va en parler juste après moi, donc là je vous parle de l'avenir dans 5 minutes, dans 10 minutes, c'est encore plus proche. Il faut ensuite, c'est le troisième point, prendre en compte les effets d'impact et de perception. Là, je crois que Patrick Gandil a été un très bon avocat de cette question tout à l'heure. Ça d'ailleurs nous concerne très directement à l'ONERA, puisque notre site de Palaiseau, nous allons être de plus en plus nombreux, et directement au quasi dessous de l'approche Orly quand on est face à l'Est. Alors, je ne sais pas encore, d'ailleurs, en écoutant Patrick tout à l'heure, je ne sais pas si on va faire partie des gens qui vont être très mécontents pour le bruit augmenté, qui ne vont rien sentir passer, ou qui, au contraire, feront partie, je vois, des très contents de ne plus rien entendre. Si c'est le cas, je vous promets que j'écrirai une lettre à Patrick pour le remercier, pour qu'il doit quand même au moins, de temps en temps, une lettre de remerciement. Mais c'est vrai que les architectes m'ont souligné le fait que suivant l'endroit où on était sur le plateau, on n'entendait pas la même chose. Et en particulier, si on se rapproche du bord, on entend énormément l'autoroute en dessous. Ce qui veut dire que peut-être en regardant l'impact du bruit aérien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'endroits où on entend beaucoup d'autres choses. Alors, il faut aussi, ça a été mentionné tout à l'heure, prendre de plus en plus en compte le bruit interne, notamment dans la perspective de l'occasion. Est-ce que je pourrais citer quelques grandes directions scientifiques dans lesquelles on souhaiterait aller sur les prochaines années? Rapidement, parce que encore une fois il y aura 5 ans pour le faire, il y a la question des sources de bruit. Il y a encore pas mal de travail pour les localiser. Il y a encore pas mal de travail pour mieux les départager.
départager ce qui revient au jet ou ce qui revient à la combustion, des progrès récents ont été faits, départager ce qui vient du fan, départager le bruit aéro. Il y a à progresser sur les codes de calcul. On a vu tout à l'heure de très belles images et très impressionnantes pour mesurer quel progrès on pouvait faire, non seulement à travers des essais, simulation expérimentale, mais aussi la simulation numérique. Les codes aérodynamiques font pas mal de progrès avec la LES, DES. On voudrait plus d'entrées pour l'aéroacoustique. D'une manière générale, on voudrait plus d'acoustique dans les codes ou plus de codes pour l'acoustique. Alors il faut bien être conscient aussi que pour l'aérodynamique, j'aimerais bien avoir l'ordinateur de 2035 tout de suite, puisqu'on sait que tous les 18 mois, n'est-ce pas, ça double. Donc si on pouvait avoir ça en 2035 tout de suite, ça serait mieux. Mais enfin, pour l'aéroacoustique, ce que nous aimerions, c'est avoir l'ordinateur de 2065, juste pour vous montrer quelle est la difficulté du côté du code aéroacoustique. Et le problème de tout le monde, c'est que pour l'instant, on a celui de 2010. Je rassure, s'il y a des financiers dans la salle, celui de 2035 n'est pas encore stable, donc on ne va pas vous demander un budget tout de suite pour cela. D'autant qu'il y a un petit hic, c'est que celui de 2025, on sait déjà qu'il va peut-être consommer 20 MW ou 30 MW. On espère que ça sera plutôt 20 que 30, mais dans tous les cas de figure, ça commence à ressembler à la puissance d'une grande soufflerie. Donc finalement, on va finir par se poser la question de savoir si c'est pas plus économique au total de faire directement de l'expérimental dans certains cas. D'autant que les mégawatts en question sont à consommer toute l'année, alors qu'en soufflerie c'est une puissance maxi, ce n'est pas une puissance permanente. Donc il va y avoir besoin, et c'est encore un autre enjeu scientifique très important, il va y avoir besoin d'indications dès la soufflerie aéro, d'indications autant qu'on faire se peut, d'indications sur l'acoustique aussi. Même dans les installations qui ne sont pas des installations anéchoïques. Je sais que c'est un défi énorme de se mettre dans un miroir, enfin une situation où il y a plein de miroirs réfléchissants et on veut ne pas voir les miroirs et voir l'objet, la source initiale. C'est un vrai défi, mais je pense que ça va nous être demandé fréquemment, de plus en plus fréquemment, d'avoir simultanément des résultats acoustiques et des résultats aéro. Il faudrait évoquer aussi, le temps va manquer, mais les études sur les bords d'attaque des ailes de femmes pour avoir là aussi des réductions. C'est des sujets qu'on va retrouver dans les PIS, dans le compte emprunt. Il faudrait parler des matériaux acoustiques, enfin les matériaux à performance spécifique et donc ce qu'ils peuvent apporter et la caractérisation de ces matériaux. Il y a quelques images tout à l'heure dans le film, très rapidement. Pour l'étude de l'impact, nous avons à progresser sur les méthodes d'évaluation. Ça a été rappelé tout à l'heure, vous avez vu le petit loop sur IESTA que nous avons lancé. Actuellement, nous validons un code qui s'appelle Carmen. Et en particulier, nous nous appuyons sur les résultats de mesure qui ont été obtenus dans le projet Aviator pour valider la partie de bruit aérodynamique. Je crois que c'est vraiment là un sujet sur lequel on a besoin à la fois de plus de données de mesure et en même temps de plus de modèles d'ingénieurs, entre guillemets, qui puissent compléter les modèles purement scientifiques. Alors ensuite, il y aura tout ce qui va être lié au nouveau moteur. On a évoqué le VPX, on a évoqué le CROR ensuite. C'est vrai que c'est un domaine dans lequel, quand nous voyons les progrès qui ont été apportés dans le passé par les scientifiques, typiquement sur des sujets comme les hélices des avions
des petits avions ou comme les gains qui ont été faits considérables sur les bruits de panne d'hélicoptères, avec notamment tous les travaux sur la réduction des interactions panne-tourbillon. On se dit, on espère vraiment que sur l'Open Motor, des progrès du même type et de la même ampleur pourront être réalisés. Ça, c'est un avenir qui va venir assez vite, puisque nous aurons, je croise les doigts, avec SNECMA, l'ouverture du banc ERA et le démarrage des essais le plus tôt possible, début 2011. Et puis nous aurons le banc Z49, pardonnez-moi les sigles, avec Airbus, j'espère, en début d'année suivante, de façon à travailler de grande échelle sur cette question à la fois évidemment d'efficacité aérodynamique des concepts, mais aussi sur le bruit. Ça, c'est vraiment du très concret et ça va venir assez vite. Vous voyez donc au total, il y a du potentiel, nous ne manquons pas de chantier, nous ne manquons pas d'ambition sur des sujets difficiles. Je crois que le réseau est vraiment essentiel, comme l'a très bien il y a l'instant Marc Ventre, pour lutter contre la dispersion géographique, ça c'est une donnée faite des laboratoires, pour lutter contre les risques de discontinuité dans l'action, parce qu'il ne faut pas qu'une priorité soit donnée puis qu'elle soit oubliée ensuite, reprise, fait stop and go, sont en matière de recherche scientifique jamais des bonnes affaires. Donc je crois que de ce point de vue-là, le réseau joue un rôle d'abord d'échange scientifique, mais aussi effectivement de maintien de l'expression de cette priorité. Je pense qu'il peut permettre aussi plus que simplement des échanges scientifiques, puisque les personnes qui sont sur ce sujet ont plus aussi à s'échanger, dès lors qu'il s'agit de relever des défis collectifs qui sont extrêmement difficiles. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voudrais simplement exprimer un mot personnel et au nom de l'ONERA de remerciement pour les pilotes de l'avion Iroquois lui-même, et je pense en particulier à Simone Posin qui est là et qui a assuré cette tâche les années passées avant de transmettre le témoin à Laurent Léléquian, que je remercie également, qui a démarré sur les chapeaux de roue et permis la continuité de l'action d'Iroquois. Voilà, merci. Merci Denis Monga.